On a la fâcheuse impression que ces interventions, il y en a eu 8 depuis le début de la crise, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte de bégaiement. On nous dit à chaque fois, on va créer des lits de réanimation. On va former des gens. Je voudrais simplement dire qu'avant le deuxième confinement, on va être au troisième confinement, c'était le 28 octobre, Emmanuel Macron vient au journal télévisé à 20h. Il annonce 7000 soignants qui seront formés. Où sont-ils ? Il annonce 10 000 lits de réanimation. Il fait la même annonce hier. Alors, de deux choses l'une. Ou bien ce qu'il nous avait dit en octobre était faux, ou bien à ce moment-là, ce sera la réussite. C'est un peu la promesse ou les promesses d'Emmanuel Macron, un peu comme l'horizon. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, qu'on croit s'en approcher en tout cas, et ça s'éloigne. Voilà. Donc il faut y faire attention, d'autant plus que ces 10 000 lits, je vous rappelle que la politique de confinement en France est pilotée par un indicateur, la saturation dans les hôpitaux de nos lits de réanimation. Le problème, c'est que ces 10 000 lits, on a à peu près 6 000, un peu moins de 6 000 en temps normal. Ces lits-là, on les a. Les 10 000, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'on fait justement ? Il faut que les téléspectateurs le comprennent bien. On va chercher les équipes dans les blocs opératoires, on déshabille donc des services pour créer des lits. Mais ça suppose beaucoup de moyens. J'avais hier un grand patron d'un grand hôpital parisien qui me disait qu'il fallait à peu près déshabiller 2 blocs opératoires pour un seul lit. C'est-à-dire que, pour le dire différemment et autrement, quand vous avez un malade du Covid qui est soigné dans un de ces lits éphémères parce qu'ils sont issus de la déprogrammation de ces lits-là, eh bien, pour un patient soigné pendant à peu près 15 jours, c'est à peu près 150 autres patients qui ne seront pas opérés. Ce que vous nous dites, M. Bruno Retailleau, c'est que finalement, vous critiquez l'impréparation quasiment structurelle de l'exécutif. Et est-ce que vous auriez aimé, à ce titre, qu'ils reconnaissent clairement les erreurs de la crise ? Il l'a fait un peu du bout des lèvres. Il a dit « nous avons commis des erreurs, mais il ne les a pas citées ». Il dit « nous tirerons toutes les leçons, mais après la crise ». C'est ce qu'on comprend. Est-ce que vous pensez qu'il devait faire ce mea culpa ? Je pense que, comme Angela Merkel, il aurait pu le faire. Je pense qu'il pourrait aussi avoir des interventions un peu moins théâtralisées, un peu plus sobres. Je pense que ce côté-ci, d'ailleurs, ça s'améliore. Je sais que la situation, elle est compliquée. Et il y a une modestie à avoir. Mais encore une fois... Qu'il n'avait pas hier ou qu'il avait hier ? Non, mais peut-être qu'il va vers la sobriété, je le souhaite. Voilà, d'ailleurs, quand il y avait le contraste entre lui et Édouard Philippe à l'époque, on voyait bien que ce contraste tournait à l'avantage d'Édouard Philippe, oui. Pas par sa personnalité, mais par la sobriété, par le style en réalité, un peu plus efficace. Non, ce qui me gêne, c'est ce bégaiement, c'est cette idée que à chaque fois, on remet à demain les promesses qu'on avait faites hier. Même chose, on nous dit, voilà, à partir du mois de mai, les musées pourraient rouvrir. Bien. Moi, je me souviens des interventions de juillet ou de l'an dernier. On nous promettait, souvenez-vous, des jours heureux. C'était le lundi de Pâques, je crois. On nous promettait le 14 juillet, dans une allocution, on nous disait, ça y est, maintenant on est prêt. On va y faire face. Et hier, qu'a-t-il dit ? Il a dit la même chose. On a résisté et on a appris. Voilà. Moi, je l'espère. Je crois qu'il n'y a que, et je l'ai dit quelques fois, il n'y a que 2 stratégies au monde qui se soient montrées efficaces contre le Covid. La stratégie asiatique, oui. C'est-à-dire le zéro Covid. Il faut bien sûr dépister et surtout il faut isoler. On n'est pas capable d'isoler, de bien isoler. Une étude récemment de l'Institut Pasteur montrait que 97% de ceux qui étaient positifs savaient mal, s'isolaient très très mal et donc ils contaminent. Et puis l'autre stratégie, donc d'abord stratégie zéro Covid qui a marché dans les démocraties d'Asie et l'autre c'est la vaccination massive. Et ça fonctionne en Israël. Et ça fonctionne au Royaume-Uni. Regardez au Royaume-Uni. Et les Français risquent d'être frustrés parce que bientôt ils vont s'apercevoir que là-bas, on réouvre. On réouvre les pubs où on peut désormais déjeuner ou dîner. Voilà. Et pareil pour les États-Unis. Donc il va y avoir, puisqu'il a passé aussi d'une course de vitesse, bien sûr que nous sommes engagés dans une course de vitesse. Et le retard que nous avons accumulé, nous avons toujours eu, puisque lui-même avait parlé de guerre, eh bien nous avons toujours eu une guerre. Mais là, sur la vaccination, est-ce que vous êtes optimiste au vu du calendrier qu'il a donné hier ? Est-ce que vous dites, ça y est, la vaccination est lancée ? Je ne peux pas vous dire, je vais vous donner un exemple. Au mois de décembre, le Premier ministre dit qu'à la mi-mars à peu près, nous aurons 14 millions de vaccins, de vaccinations.
Et maintenant, c'est 10 millions au milieu du mois d'avril. Donc ça bouge en permanence. Donc je ne peux pas vous le dire. Et sur la fermeture des écoles, M. Retailleau, est-ce que vous êtes plutôt en accord avec la stratégie qui a été définie par le président ? J'avais proposé, Valérie Pécresse l'avait fait aussi, qu'on puisse décaler les 15 jours de vacances de Pâques, de printemps, pour que... vous avez entendu d'une certaine manière. Et finalement, je pense que... Mais c'est ce qui caractérise le confinement. Il n'a pas prononcé le mot, mais quelle est la signature du confinement ? C'est évidemment la fermeture des écoles, bien sûr. Bien sûr. Donc pour vous, aujourd'hui, on est dans un confinement qui ne dit pas son nom ? On est dans un confinement. Je pense que ce critère de la fermeture des écoles, c'est la marque, évidemment, d'un confinement. Non, moi, j'aimerais qu'on ait appris. Mais où est la réserve sanitaire ? Moi, j'ai eu beaucoup de médecins. On ne la voit pas, la réserve sanitaire. J'ai parlé de lits, là aussi, de réanimation. Quand je dis qu'on a eu beaucoup de retard, j'étais en contact avec un grand patron de laboratoire privé, mais sur le séquençage. Vous savez qu'en France, on séquence beaucoup moins que le petit Danemark, par exemple. Il y a une banque de données pour traquer le virus, parce qu'il y a des mutations. On a parlé de variants anglais, sud-africains, brésiliens, peut-être même bretons, donc c'est important de traquer le virus. Eh bien, nous, notre rapport à la base internationale est très très faible. Pourquoi ? On fait la même erreur qu'avec les tests PCR. On a privilégié le public au détriment du privé. Donc à chaque fois, les mêmes erreurs, on les reproduit. C'est ça qui me préoccupe. Jean Castex est devant le Parlement aujourd'hui. Ce matin, il est à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, il sera au Sénat. Quelle sera votre position concernant ce débat ? Est-ce que vous participerez au vote, vous et les sénateurs de votre groupe ? Écoutez, on va en discuter dans quelques heures, là, à 9h, avec les sénateurs. Donc je ne peux pas anticiper. Je peux vous dire ce que je proposerai. Je proposerai qu'on ne participe pas au vote. Et je pense que d'autres groupes que nous-mêmes pourrions avoir la même attitude. Pourquoi ? Bien sûr qu'on ne refuse pas le débat. Et on va débattre. Mais qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de voter sur des mesures à prendre, des mesures qui ont déjà été prises et des mesures qui ont été déjà annoncées. Le Sénat, ça n'est pas une chambre d'enregistrement. Le Sénat, ça n'est pas le greffier des décisions présidentielles. Quand nous votons ici, c'est pour voter la loi, c'est un vote impératif. Il ne faut pas confondre le Sénat avec une convention citoyenne. Donc arrêtons ce jeu qui est un jeu trouble et qui fausse le jeu démocratique. Le président de la République annonce, prend les décisions seul dans son conseil de défense, vous le savez. Jamais en France, le pouvoir n'aurait été concentré en si peu de mains, les mains d'un seul, président de la République, et ensuite on nous demande d'intériner. C'est pas comme ça que ça fonctionne.